Allez, c'est parti pour une explication. On va monter de A à Z notre propre labo Linux. C'est vraiment le projet parfait si on a envie de se faire la main sur des serveurs, sur des systèmes d'exploitation, le tout sans prendre le moindre risque. Oui, c'est la question, n'est-ce pas? On a tous envie de bidouiller, d'expérimenter, de casser des trucs, soyons honnêtes. Mais bien sûr, sans mettre en danger notre ordinateur principal. Alors comment on fait? Eh bien, la réponse est super simple et tient en 2 mots. Machine virtuelle. Bon, alors, c'est quoi exactement une machine virtuelle, ou une VM, comme on dit? C'est simple, il faut voir ça comme un bac à sable numérique. Imaginez un ordinateur complet, avec son propre système d'exploitation, qui tourne comme une simple application sur notre bureau. L'énorme avantage, c'est que si quelque chose tourne mal à l'intérieur, si on fait une bêtise, pas de panique. Notre ordinateur principal, lui, il ne risque absolument rien. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une petite analogie, celle du propriétaire et du locataire. L'ordinateur physique, celui qui est posé sur le bureau, c'est l'hôte, c'est le propriétaire en quelque sorte. La machine virtuelle, elle, c'est l'invité, le locataire. Et ce locataire, il vit dans la maison du propriétaire et il lui emprunte des ressources pour fonctionner. Un peu de processeur par-ci, un peu de mémoire par-là. C'est une relation toute simple, mais c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ok, parfait. Maintenant que les bases sont claires, on passe à la préparation. Comme pour n'importe quel projet, avant de construire, il faut le plan et les bons outils. Et on va voir que ce qu'il faut, c'est étonnamment simple. Premièrement, il faut un logiciel de virtualisation. On peut penser à des noms connus comme VMware ou VirtualBox, ça fait parfaitement le travail. C'est un peu notre atelier, là où on va tout construire. Deuxièmement, il faut le matériau de construction, un fichier ISO Linux. C'est en gros l'équivalent numérique du bon vieux DVD d'installation du système. Bon, les outils sont là, c'est le moment de couler les fondations. L'idée ici, c'est de créer la coquille vide de notre machine virtuelle avant de venir y installer Linux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est super simple, tout est guidé. On lance l'assistant de création, on lui dit où se trouve notre fichier ISO qu'on a téléchargé, et souvent le logiciel est assez intelligent pour deviner tout seul que c'est du Linux. La dernière petite chose à faire, c'est de lui donner un nom sympa, un truc facile à retenir comme serveur Fedora ou mon labo Linux. Ensuite, il faut allouer les ressources. Combien de puissance on va prêter à notre locataire? Pour commencer, 2 cœurs de processeur, c'est un excellent point de départ. Ça va permettre au système d'être bien fluide, bien réactif, sans pour autant mettre à genoux l'ordinateur principal. On passe à la mémoire, la RAM. C'est la mémoire à court terme en quelque sorte. Là aussi, 2 gigaoctets, c'est une base vraiment solide, surtout si on pense utiliser une interface graphique. Ça permettra de tout faire tourner confortablement. Et puis, pas de stress, c'est un paramètre qu'on peut toujours changer plus tard si besoin. Et enfin, l'espace disque. 30 gigaoctets pour commencer, c'est parfait. Ça laisse largement de quoi installer le système, plein d'applications et même stocker des fichiers. Il faut bien voir que pour la machine virtuelle, ce sera comme avoir son propre disque dur complètement à elle. Voilà, les fondations sont en place, notre machine virtuelle existe, mais pour l'instant, c'est une coquille vide. Il est temps de passer à l'assemblage. On va installer Linux dedans. Alors, quand on lance la machine virtuelle pour la toute première fois, elle va démarrer directement sur le fichier ISO. C'est exactement comme si on avait mis un DVD d'installation dans un vrai ordinateur. L'installateur Linux se lance et là, les premières étapes sont toujours les mêmes, très classiques. On choisit la langue, on configure le fuseau horaire, le clavier, etc. Et là, on arrive à un choix vraiment crucial. D'un côté, on a l'installation minimale. Ça va nous donner un système uniquement en ligne de commande, sans aucune interface graphique. C'est l'idéal pour apprendre à gérer un serveur, à la dure. De l'autre côté, l'installation de bureau, qui, elle, va nous donner une interface graphique complète, avec des fenêtres, des icônes. Beaucoup plus simple pour commencer. Ensuite, arrive l'étape qui fait souvent un peu peur, le partitionnement du disque. L'installateur nous demande simplement comment on veut organiser le fameux disque dur virtuel de 30 Go. On pourrait bien sûr le laisser faire tout seul en automatique, mais franchement, le faire à la main, c'est une super occasion d'apprendre comment ça marche sous le capot. Alors, pour faire simple, on va suivre un schéma de base. On crée d'abord une toute petite partition /boot qui va contenir les fichiers de démarrage, essentiel. Ensuite, une partition swap. Ça, c'est une sorte de mémoire de secours sur le disque dur au cas où la RAM serait pleine. On espère ne jamais l'utiliser, mais il faut l'avoir. Et enfin, la partition principale, la racine, qu'on note /, elle prend tout le reste de la place. C'est là que seront stockés le système, les logiciels, les fichiers. Bref, c'est une structure simple, mais vraiment propre et efficace. On y est presque, l'installation est quasiment finie. La dernière grosse étape, et pas des moindres, c'est la sécurité et la gestion des accès. C'est maintenant qu'on va décider qui aura les clés du royaume numérique qu'on vient de bâtir. Il faut savoir que sur Linux, il y a un compte très spécial qui s'appelle root. C'est le super utilisateur, l'administrateur ultime. Ce compte a un pouvoir absolu. Il peut littéralement tout faire, tout voir, tout modifier, tout supprimer sur le système. Aucune limite.
Et ça illustre parfaitement le danger. Parce qu'avec un pouvoir pareil, une seule petite faute de frappe quand on est connecté en route peut avoir des conséquences catastrophiques. On peut effacer tout le système par erreur. C'est précisément pour ça qu'on ne l'utilise jamais pour les tâches de tous les jours. Donc, la règle d'or, la bonne pratique, elle est très claire. On ne se connecte jamais directement avec le compte route. Jamais. À la place, au moment de l'installation, on va créer un compte utilisateur standard, un compte normal pour l'usage quotidien, et on va simplement cocher la petite case qui dit que cet utilisateur a les droits administrateurs. Mais alors, comment on fait pour les tâches qui demandent des super pouvoirs? Eh bien, il y a une commande magique pour ça. Sudo. Le principe est génial de simplicité. On se connecte avec son compte normal. Et si on a besoin de lancer une commande avec des privilèges élevés, on tape juste sudo avant. Le système va demander le mot de passe, et juste pour cette commande-là, il va nous donner temporairement les pouvoirs de route. C'est hyper sécurisé, c'est contrôlé, et ça laisse des traces. Et voilà le travail. L'installation se termine, la machine virtuelle redémarre, et on est accueilli par un bel écran de connexion tout neuf. Le laboratoire est officiellement ouvert. Allez, pour résumer rapidement les points essentiels à retenir. 1. Les machines virtuelles, c'est le bac à sable idéal pour apprendre sans rien risquer. 2. On commence avec des ressources de base, c'est largement suffisant. 3. Un bon partitionnement manuel, c'est la garantie d'une structure saine. Et 4. Le plus important, on crée un utilisateur normal et on utilise sudo pour les tâches d'admin, on oublie le compte route au quotidien. Mais en fait, le voyage ne fait que commencer. Ce labo, c'est une page blanche. On peut y installer un serveur web, s'amuser avec une base de données, apprendre un nouveau langage de programmation. Bref, la seule limite, c'est la curiosité. Alors, la question finale est posée, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire en premier ?